L'été, c'est généralement le temps des balades en famille, dans des champs ou des pâturages remplis de vaches ou de moutons. Eh bien ce soir, on vous propose de découvrir cet animal à la laine très convoité dans un univers bien plus urbain. Nous sommes ici au centre-ville de Meyrin, juste à côté d'un tout nouvel écoquartier où une petite dizaine de moutons pâturent tranquillement. Ces moutons vont manger pendant plusieurs mois toutes les herbes de cette prairie. C'est la société Écopâture qui loue ce service, bien moins bruyant qu'une débroussailleuse et très efficace dans la tonte des espaces verts. Bob Martin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on est là à côté de vos moutons. C'est bien les vôtres puisque vous êtes le propriétaire de la société Écopâture. Est-ce que c'est pas étrange même pour vous de voir des moutons dans un milieu urbain comme ici? Alors je dirais que c'est pas habituel effectivement, mais je trouve que l'idée est vraiment géniale. C'est quand même une plus-value pour la commune d'entretenir ces espaces verts justement avec des moutons. Alors là, on est à Meyrin, mais j'imagine que vous avez d'autres moutons un peu partout en Suisse romande? Alors on va dire que je me suis basé actuellement sur tout ce qui est l'arc lémanique, on va dire donc de Genève à Montreux-Villeneuve plus ou moins, où je donne en fait ce service pour les communes ou des privés ou autres. C'est assez efficace pour ruminer l'herbe. Alors là, effectivement, on est dans un espace où les moutons ont déjà pâturé. C'est vrai que ce n'est pas aussi propre qu'une bonne débroussailleuse, mais c'est efficace et surtout écologique. Alors oui, effectivement, esthétiquement, c'est peut-être pas aussi parfait qu'un gazon de golf, on va dire. Mais l'avantage, c'est que ça tue pas toute la biodiversité en passant une tondeuse ou ce genre de choses. Et puis ça en amène même avec les crottes, etc., etc. Alors quand on regarde votre métier, on pourrait se dire que c'est finalement extrêmement facile. Vous venez, vous amenez vos moutons, vous les laissez 3 semaines ou un mois, puis vous repartez avec eux. Mais la réalité, elle est un poil différente. Je crois qu'on peut dire qu'elle a un poil différent. Au début, je me disais, ah, des moutons, c'est sympa, on les met dans un coin, puis on attend que ce soit fini. Mais effectivement, pour pouvoir en vivre, il faut, je dirais, entre 200 et 250 moutons au minimum, ce qui représente quand même entre 10 et 15 parcs, on va dire, pendant la haute saison. Et puis il faut contrôler tous ces troupeaux, il faut amener de l'eau, qu'ils aillent de l'ombre, les déplacer, les soigner. Donc il y a quand même un boulot qui est assez monstrueux, si je peux dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a une race de moutons qui pâture mieux que d'autres? Alors il y a tellement de races de moutons, je dirais, je ne suis pas assez connaisseur pour vous dire qu'une race est meilleure qu'une autre. Par contre, il y a des races qui ont leur spécificité, comme il y a certaines races, par exemple, qu'on peut mettre pour entretenir entre les sapins de Noël, par exemple, qui ne vont pas toucher les sapins, etc. Donc il y a vraiment... Chaque race a un petit peu sa spécificité pour tout ce qui est pâture. Mais elles ruminent toutes de l'herbe. Mais elles ruminent toutes de l'herbe, ou des feuilles d'arbre ou autre. Merci beaucoup, on vous retrouve dans un instant. Je vous propose qu'on aille découvrir une autre race de moutons. On ne la trouve d'ailleurs presque qu'en Valais ou dans le Haut-Valais. Le nez noir est célèbre pour son apparence. Il est devenu l'un des symboles de la région de Zermatt où une équipe d'ABE s'était rendue en mai 2019. Un sommet presque aussi connu que Notre-Dame de Paris, des neiges éternelles. De là, on redescend vers la station. On se retrouve devant un hôtel 4 étoiles. Ici, l'agneau se décline en couverture de peau de mouton ou en trophée. Juste au-dessous, un restaurant très prisé, le Schäferstube, où on ne sert que de l'agneau nez noir, et pas seulement du rack ou du filet d'agneau. Sur la carte, l'agneau défile en saucisse, en burger, en carpaccio, en abat, en viande séchée et même en langue d'agneau. Paul-Marc Julen et sa famille sont propriétaires non seulement du Schäferstube et de plusieurs hôtels à Zermatt, mais aussi d'un troupeau de 300 nez noirs. Alors on est à Zermatt, messieurs, dames, et puis je vais vous emmener maintenant à l'étable de la famille Julen où on va retrouver les nez noirs et la sorte de mouton qui est vraiment tellement typique pour le Valais de Mattertal et son Cervin. Le nez noir, une race qu'on ne trouve qu'en Valais dans les alpages en été, en étable en hiver et sur l'assiette toute l'année.
Ça fait centaines d'années qu'on connaît les nez noirs dans l'Haut-Valais. On pense que les premiers nez noirs, ils sont sortis d'une combinaison d'une sauvage mouton noir avec une mouton bergamasque de nord d'Italie. Cette combinaison a fait sortir les nez noirs qui sont tellement authentiques pour cette région ici, comme ils sont d'origine de cette région. Et la spécialité des moutons nez noirs, c'est qu'ils restent bien sur place, bien en troupeau, première fois. Et puis deuxième chose, ils ont très peu de gras dans leur viande. Non? En avril, le troupeau retrouve son herbe préférée. Les premiers crocus percent dans les pâturages. Les petits, ils n'ont pas encore eu une idée comment vraiment suivre les autres. Ils n'ont pas l'œil pour regarder où est le chemin. Ils doivent apprendre ça, mais ils apprennent très vite. Non? Dès que la neige elle fond, ils vont être uniquement dehors et puis ils apprennent tout de suite. Quand est-ce qu'on peut dire c'est un agneau et puis auquel moment on doit dire c'est un mouton, non? Vous savez, ils ont là devant les dents, aussi comme nous. Et quand ils perdent le premier dent là devant, on ne peut plus les déclarer comme agneaux. Le nez noir est un génie des alpages. C'est son milieu naturel, même s'il n'y séjourne qu'au retour des beaux jours. Et les beaux jours pour le nez noir, ça peut commencer fin mai ou début juin. Ça dépend des années et de la météo. Je crois que ça va être fin mai, quand il commence à monter gentiment. Chaque semaine un petit peu plus haut, au milieu de l'été jusqu'à presque 3000 mètres d'altitude. Ouais. Et puis ils font ça tout seuls. C'est ça qui est spécial avec les nez noirs. Non? On peut les laisser toutes seules dehors. Non? La seule chose qu'on doit faire, il faut les amener un petit peu de sel une fois pendant la semaine. Et puis comme ça, mettre sur un endroit où on veut les avoir. Et puis pour le reste de la semaine, ils restent autour de cet endroit. Et ça, c'est très spécial pour les nez noirs. Et c'était très important pour les gens à l'époque ici dans les montagnes. Seuls les brebis et leurs agneaux monteront dans les alpages. Les mâles, eux, restent au village. Pour eux, la saison est finie. Ils ont fait le job entre avril et mai. Ouais, pour les mâles, c'est beaucoup de travail. Vous savez, un mâle sur 30-35 femelles. Nos mâles, ils ont maintenant autour de 100-120 kilos. Après ces 5 semaines, ils ont une vingtaine de kilos de moins. Alors, vous avez une idée de combien de travail ça veut dire pour les mâles, non? Pourtant, ce nez noir n'est pas très intéressant comme race. Il n'est pas vraiment avantagé par la nature. Il a d'ailleurs failli disparaître pour cause de rendement médiocre. Il faut dire aussi qu'il ne donne pas forcément beaucoup de viande. On sait aujourd'hui que la qualité de la viande est très haute, mais par rapport à des autres races, par exemple des races néo-zélandaises, la quantité de viande n'est pas très forte, n'est pas très haute, et alors ça, à l'époque, ce n'était pas vraiment intéressant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la laine. La laine, elle gratte un petit peu. Elle n'est pas très fine. Ce n'est pas de la laine mérino. Et puis ça aussi, c'était un point. Les gens, ils n'ont pas payé beaucoup pour de la laine de nez noir. Alors, aussi pas vraiment intéressant. Et le troisième point, j'ai dit avant, on ne peut pas séparer les petits de la mère. Il faut les laisser ensemble. Ça dit que le lait de la mère est réservé pour le petit. On ne peut pas les traire. Et puis, de nouveau, une chose qui n'est pas vraiment intéressante. Et ce sont les trois raisons pour lesquelles cette race n'était pas vraiment bien établie dans les autres régions de la Suisse. Non. Le nez noir a en quelque sorte été sauvé par le tourisme. Il est adorable avec son nez noir et il est bon. Pas trop gras, pas trop fort. Donc bon pour le service à table. Le nez noir, c'est pas seulement une histoire d'amour, c'est aussi du marketing. Je ne dirais pas que c'est le marketing au numéro 1. Il y a des situations, bien sûr, que le marketing est plus important, mais le marketing, ce n'est pas ça qui motive de venir tous les jours ici dedans et de faire ce travail. Ce sont les animaux qui me motivent pour faire ça. Mais c'est quand même bon pour l'image. De plus, l'élevage de la famille Julen sert exclusivement à remplir les assiettes du chef Stube. Donc, proximité et qualité s'allient à la volonté d'apprêter toutes les parties de l'agneau.
Pour nous, c'est aussi une question de respect par rapport aux animaux. Quand il faut prendre la vie d'un animal, qu'on essaie d'utiliser tout ce qu'il nous donne. Au menu, vous voyez de la langue, des choses que vous normalement ne voyez pas sur les cartes des restaurants. Et c'est pour en fait les respecter. Viens, Bibi. Come boy, come boy. Lie down. D'habitude, c'est quand même une race qui est assez tranquille de base, donc coucher, coucher. Voilà, c'est bien. Bob Martin, alors j'imagine que vous connaissez bien aussi la race des moutons nez noirs. Est-ce que vous travaillez avec? Alors j'ai aussi quelques nez noirs, j'en ai 8 au total, mais j'avoue que c'est des moutons qui ne sont pas faciles à trouver. Donc c'est pour ça que j'en ai que quelques-uns pour les photos, et puis parce que c'est quand même un mouton qui a un look assez particulier et que les gens apprécient énormément. Qu'est-ce qui vous a finalement vous poussé à vous intéresser, à travailler, à aimer les moutons? Alors moi c'est un petit peu par hasard, en fait je cherchais vraiment un métier en rapport avec les chiens. Et puis c'est comme ça que je suis tombé en fait sur la formation de berger, qui m'a fait connaître en fait les moutons, et puis je suis tombé après amoureux des moutons. Votre chien, c'est votre partenaire finalement de travail? Alors effectivement, j'ai pas beaucoup de partenaires humains, mais beaucoup de partenaires animaliers dans mon entreprise. Donc là, j'ai Will, c'est un kelpie qui a 7 ans, et puis il faut environ 3 ans pour former un chien correctement au travail. Et puis après, il peut effectuer différentes tâches. Will, coucher. Tu restes. Après, moi, je l'utilise beaucoup pour les déplacements en fait, des troupeaux, pour mettre dans les remorques, etc. Je fais très peu de garde, contrairement à un vrai berger en montagne. Vous ne pourriez pas travailler sans? Ah non, j'ai déjà essayé parce que des fois, il y a des jours où c'est pas la bonne journée pour les animaux. C'est un peu comme nous, ils ont leurs humeurs. Mais dès qu'on est sans chien, je suis un peu perdu, on peut dire ça comme ça. Combien de temps est-ce que, par exemple, ces moutons-là vont rester ici? Alors ces moutons-là, actuellement, donc, ils font toute la saison sur le site, qui fait environ 10 000 m². Donc ils sont là du 1er avril à plus ou moins 1er décembre. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est que le début de cette prise de conscience entre guillemets écologique, et qu'on aura de plus en plus de moutons dans des environnements, que ce soit urbains ou campagnards? Alors je dirais le début, nous ça fait depuis 2011 donc, qu'on a la société Eco-Pâture. Mais c'est vrai que c'est vraiment un développement ces dernières années qui est assez exponentiel. Will, stop, coucher, pas à bouger. Il y a les animaux que l'on choisit, les animaux que l'on mange et les animaux que l'on chasse. La chasse a été pendant longtemps une pratique d'hommes. Vous allez voir qu'en Allemagne aujourd'hui, de plus en plus de femmes passent leur permis de chasse par goût de la nature ou par passion. Rencontre avec ces Dianes des temps modernes, signée Anne Maillet. Dans cette école de chasse de la région du Brandebourg, les femmes ne sont pas là pour la figuration. Vous pouvez prendre l'arme et la charger. Ce jour-là, Annette Kern participe à sa dernière séance d'entraînement avant l'examen du permis de chasse. L'apprentie chasseresse s'y prépare depuis des mois. Ça s'est bien passé. Je suis un peu nerveuse, mais je suis contente de moi. Tirer n'est pas difficile, mais il faut être très présente d'esprit et de corps. Une centaine d'heures de cours théoriques du droit et différentes pratiques de tir. Au menu aujourd'hui, après le sanglier courant, les pigeons d'argile. Il ne faut pas attendre trop longtemps avant de tirer, sinon tu te relâches et tu rates la cible. Annette et Christine ont découvert la chasse avec des amis. Elles sont toutes les deux à la recherche d'un mode de vie plus proche de la nature. Mon mari et moi, nous adorons être dans les champs et nous aimons passer du temps dans la nature, beaucoup avec les enfants également.
Nous avons décidé de faire le permis de chasse pour en apprendre le plus possible. Ce n'est pas vraiment le fait de tuer un animal qui me motive, mais le fait de savoir ce qui va ensuite être dans mon assiette. On va abattre un chevreuil pour en faire un bon rôti, par exemple. Beaucoup sont motivés par cet aspect-là, notamment les femmes, qui sont de plus en plus nombreuses dans mon entourage à se lancer. Dans un univers largement dominé par les hommes, les Allemandes se font lentement mais sûrement leur place. Leur nombre a décuplé en 20 ans. Elles représentent désormais 20% des détenteurs du permis de chasse. Pour Frauke, la directrice de l'école, rien de bien surprenant. De nos jours, les femmes sont elles aussi très stressées par le travail. Elles sont très occupées par la famille et nombre d'entre elles ont le désir de revenir aux sources. Le désir de campagne, l'envie de nature s'est beaucoup développé ces dernières années. Et nous sommes aux portes de Berlin, une ville où beaucoup de gens sont stressés parce qu'ils travaillent beaucoup et ils ont besoin de s'aérer. Ils se disent « je veux passer du temps dans la nature, alors pourquoi pas le permis de chasse ?» Aussi à l'heure de l'apéro, quand d'autres profitent des dernières heures de la journée, Frauke et ses amis dégainent leurs carabines. Top départ pour une excursion dans les plaines du Brandebourg. Frauke est la plus expérimentée du groupe. Mon père, mon grand-père, mon frère sont chasseurs. Toute petite déjà, je les accompagnais. Et j'aime ça parce qu'on s'amuse. On passe beaucoup de temps avec les autres chasseurs et puis on est aussi sous tension, à l'affût du gibier, avec les chiens. Armée de son fusil et de patience, Frauke va s'installer dans son mirador. Au bout du compte, nous avons également une mission, faire en sorte qu'il n'y ait pas de surpopulation. Ici, dans la région du Brandebourg, la chasse est ouverte dès le 16 avril pour les chevreuils d'1 an, pour les teenagers, en quelque sorte. Un chevreuil pointe le bout de son nez dans sa ligne de mire, mais elle hésite. Avant d'en repérer un second, et cette fois... On va attendre quelques minutes. Alertée par la détonation, ses amis la rejoignent. Bravo, bien joué. Pour ce soir, la chasse est finie. Irène et Kerstin sont sans proie mais sans regret. Ces Diane des temps modernes pratiquent avant tout pour décompresser après le travail. Avant de rentrer, l'animal doit être éviscéré. Âme sensible s'abstenir. Aujourd'hui, la météo était parfaite. On a profité du soleil, des oiseaux, j'ai vu un renard, un lapin. Pour moi, pour mon bien-être intérieur, c'est tout aussi chouette que d'avoir un gibier dans mon viseur. Je suis bien plus détendue, j'ai trouvé mon équilibre. À chaque fois, j'observe, mais j'ai aussi le temps de me poser et de réfléchir. Je laisse mon quotidien derrière moi. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Frauke et son amie Catherine Schneider pour un petit barbecue. Catherine est garde-frontière et chasseuse. Comme Frauke, elle ne consomme que du gibier. En rôti, en steak ou en saucisse, tout est bon dans le chevreuil. Ce sont des steaks de chevreuil aux herbes du jardin. On se fait plaisir et on se fait du bien avec cette viande. Pour elle, le gibier est la viande éthique par excellence. Une alternative à l'élevage industriel qui défraie régulièrement la chronique. Et une viande de plus en plus prisée par les consommatrices. Tout le monde en a assez de la viande de discounter. La qualité est trop mauvaise. Et quand on compare le gibier avec la viande bio, ça n'est pas plus cher. Beaucoup de gens, et notamment les femmes et les mamans, en prennent conscience et veulent alimenter leur famille plus sainement. Et comment se procurer de la bonne viande ? Eh bien, en chassant. C'est la meilleure méthode pour y parvenir. C'est une démarche logique finalement, et c'est ce qui motive de nombreuses femmes à rejoindre une école de chasse. Un mode de vie qui fait toujours plus d'émules parmi les jeunes générations. Alors que ses camarades de classe dorment encore, Martha arpente sa forêt dans la région du Brandebourg dès 6 h du matin. Non, ce n'est pas éprouvant.
Au contraire, ça me détend. Je profite de la forêt, du calme de la nature. À tout juste 18 ans, elle est responsable d'un domaine de chasse aux portes de Berlin. La jeune citadine est tombée dans la chasse toute petite en accompagnant son père, mais elle n'a encore jamais abattu de gibier. J'ai beaucoup de respect face à ça. C'est un animal, un être vivant. Et comme je suis encore jeune, la première fois, ce n'est pas rien. Alors à chaque fois que l'occasion se présente, j'y réfléchis à 2 fois, malgré l'adrénaline qui monte, parce que je veux bien faire les choses. Avec le permis de chasse en poche et son fusil à l'épaule, Martha se sent dans son élément et investie d'une mission, garantir l'équilibre entre la forêt et le gibier. Notre mission, c'est de faire en sorte que la population de gibier soit en bonne santé. On n'abat que les animaux vieux ou malades pour que la population reste jeune. C'est le mieux pour la nature. Et moi, en régulant ces ressources, je fais partie de ce cycle. Il y a encore 20 ans, seul 1% des chasseurs étaient des femmes. Elles constituent désormais près de 10% des détenteurs du permis de chasse en Allemagne, tendance à la hausse. Mais cet engouement féminin pour la chasse et pour une viande plus naturelle suscite bien des critiques du côté des militants pour la cause animale. Pour l'association PETA, il n'y a rien d'éthique ni d'écologique dans cette pratique, contrairement à ce qu'affirment les chasseresses. Je ne conteste pas que ces personnes y croient vraiment, mais il s'agit d'une fausse croyance. Nous savons que la chasse est contre-productive et qu'elle n'a rien à voir avec la protection de la nature. Il y a plein de manières de s'engager dans la nature, mais la chasse, elle, détruit l'écosystème. Le monde de la chasse embellit et idéalise cette pratique. Mais en réalité, cela ne justifie en rien le fait de flinguer un animal. Reste que le nombre de chasseurs et de chasseuses ne cesse d'augmenter en Allemagne alors qu'il diminue en Suisse ou en France. Selon la Fédération nationale de chasse, le pays compte plus de 390 000 pratiquants, soit un quart de plus qu'il y a 30 ans. Une tendance à laquelle les femmes ne sont pas étrangères.